Okay, so je suis bête. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va vous parler avec Fabrice de la méthode du design sprint appliquée au community building. Si vous ne connaissez pas la méthode du design sprint, on vous donnera plein de liens et de ressources qui pointeront vers voilà, des explications. En face de vous aujourd'hui, voilà, le bon sens, Fabrice, qui est un expert sur cette méthode design sprint. Il y en a plus de 30 à 100 actifs. Tu as quasiment importé le concept en France. Et en plus, tu adores appliquer cette méthodologie sur les communautés. C'est pour ça que tu es là. Trois petites choses avant de deep dive dans cette présentation. Donc, la première, c'est que la méthode, cette méthode de design sprint, elle s'applique à deux types de community builder. D'accord? Donc, le premier type, c'est le community builder qui est en équipe. OK? Alors, ça veut dire en équipe, c'est-à-dire le type qui a un job ou le newbie qui vient de se faire embaucher, OK, et qui a des collègues. Donc, l'idée, c'est de vous présenter cette méthode déjà pour vous. Si vous êtes voilà, community builder on job, vous venez d'être embauché ou que vous êtes plus senior. Mais voilà, il y a déjà ce premier type de community builder. Voilà. Ça peut s'appliquer aussi à un community builder avec une équipe de type, je ne sais pas, asso, où vous voulez lancer un Discord à plusieurs partenaires. Voilà. Mais déjà, le community builder avec des gens autour de lui. Et après, ça peut s'appliquer aussi au type de solo, creators, startup, founder, early stage. Et ça peut être intéressant d'utiliser cette méthode-là pour lancer votre communauté ou la réengager. Mais dans tous les cas, et ça c'est le premier point, on va quand même s'attarder plutôt sur le premier community builder qui est en équipe, tout simplement parce que le design sprint, il a été pensé pour des équipes. D'accord? Donc, on verra dans le dernier quart d'heure de la présentation comment les creators peuvent leverager sur cette méthode-là. Mais vous allez voir, on va tweaker un peu plus la chose et que franchement, ceux qui vont leverager, c'est vraiment les community builders qui sont entourés d'une équipe, alors pas directe forcément. Ça peut être vous avez des collègues en marketing, en sales, vous avez votre boss, voilà, vous êtes entouré de gens, d'accord, vous n'êtes pas seul. Deuxième point, la méthode du design sprint, elle est très cool pour des projets qui sont très complexes, enfin qui sont complexes, d'accord. Donc c'est pas une méthode qui est forcément adaptée sur des projets en général triviaux, d'accord. On va pas, ça va pas vous aider à choisir la couleur du logo de la communauté ou enfin, des choses simples. Sinon, ça va être une méthode qui va être beaucoup trop compliquée à mettre en œuvre. Donc, c'est par définition une méthode qui s'attache à des challenges. D'accord? Et dans ce qu'on a vu, nous, avec Fabrice, c'est que le genre de problème auquel les community builders doivent s'attaquer et qui apporte beaucoup de valeur à tout le monde et à l'ensemble de la communauté, sont pas des problèmes et pas des problématiques de type one-to-many, mais des problématiques de type many-to-many. Alors, les problématiques de one-to-many, c'est comment, je ne sais pas, je vais pousser du contenu qu'on va préenregistrer comme des cours à d'autres membres. D'accord? Ça, c'est du one-to-many. Ou comment on fait un podcast, quelle ligne éditoriale on va avoir pour le podcast. Bon, vous pourriez faire des sprints sur ce genre de challenge, mais ce n'est pas là où vous allez avoir beaucoup de valeur. Le Community Growth Sprint qu'on va vous présenter, il est super cool pour des problématiques de type many-to-many. C'est en gros comment vous faites des community products ou des community projects, qui sont des projets de communauté, des produits de communauté, qui ont été faits avec vos membres. D'accord? Donc, des exemples là, rapidement, je peux vous citer un livre blanc qui a été crowdsourcé avec les inputs de chacun de vos membres, par exemple. Ça, c'est un community product. Vous pourriez avoir d'autres exemples qu'on va explorer tout à l'heure. Ça, c'est le deuxième point. Donc, beaucoup plus cool d'appliquer cette méthode pour des problématiques qui veulent impliquer vos membres dans la création de produits de communauté. Troisième point, on va parler de communauté online et de remote communities. Et donc, en ce sens, toute la méthode qu'on va vous proposer, elle est vraiment adaptée à comment fédérer des gens online. D'accord? Maintenant, le design sprint appliqué à des projets de coworking et locaux, c'est certainement très cool, mais ça ne va pas être l'objet de la présentation.
Voilà, donc une fois que j'ai dit ça, et juste avant de lâcher la parole à Fabrice, je vais vous donner une petite allégorie assez simple qui va vous dire en quoi le design sprint va pouvoir être super, super cool pour vous en tant que community builder. On a tous déjà été invités dans des fêtes de famille ou d'amis, d'accord. Les Américains, ils appellent ça des parties. On a tous été invités à ce genre de fête-là et en fait, on ouvre la porte et derrière, bah, il y a pas grand monde, quoi, d'accord? C'est un peu le désert et par contre, vous avez le community builder ou le host ou votre copain, il est là avec le smile, avec une bouteille de vin et il est là, il est très content de vous recevoir et donc vous arrivez et vous êtes poli, vous dites rien pendant, 20 minutes et puis vous lâchez, j'imagine qu'ils vont pas tarder les autres et puis en fait, vous vous rendez compte que les autres, bah, il y en a pas tant que ça et puis que, bah, finalement, ça s'appelle, une embuscade, ce que vous êtes en train de vivre. Donc ça, online, et ben, c'est un peu ce qu'on voit tout le temps, hein. C'est-à-dire des gens qui vous vendent de la communauté avec pas grand monde derrière, d'accord? Donc en fait, votre job en tant que community builder, c'est pas d'apporter la preuve sociale, votre preuve sociale de vous, de l'existence du community builder. Quand vous entrez dans une fête, vous passez la porte, vous vous foutez de savoir que, à la limite, qui est le propriétaire des lieux qui est là. Vous, ce que vous cherchez, c'est qu'il y ait du monde, quoi. Vous cherchez les autres, vous cherchez le mouvement, vous cherchez la vie. Donc c'est pas la preuve sociale one to many que vous devez apporter, c'est la preuve sociale many to many. C'est vraiment, vous devez faire en sorte que quand on ouvre la porte, il y ait du monde, quoi, ou qu'il y ait une impression qu'il y a un groupe. Et ce dont on s'est aperçu avec Fabrice, c'est que, heu, plus vous allez travailler à créer des projets de communauté, qui impliquent d'autres personnes et plus vous allez travailler vos projets avec vos membres et plus vous allez renforcer cette preuve sociale-là. Et donc ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un va ouvrir la porte, il va trouver, quelque chose, qui est la première raison pour laquelle il ouvre la porte en général et dans lesquelles pourquoi on est tous dans une communauté, c'est qu'on cherche tous à accomplir à plusieurs plus facilement des choses que seuls on a du mal à accomplir. Donc, je la refais, mais c'est en gros, on vient tous dans une communauté chercher à accomplir à plusieurs des choses que tous seuls ont du mal à accomplir. Et donc ça, vous devez tout de suite travailler à créer des espèces d'artefacts de communauté, des produits qui sont faits avec vos membres. Alors vous pouvez faire des produits de type one to many et d'ailleurs, je ne suis pas en train de vous dire que vous ne devez pas les faire. Je dis juste que le Community Growth Sprint qu'on va vous expliquer et la méthode du Design Sprint, elle est particulièrement adaptée si vous avez des prototypes qui sont des prototypes de produits que vous créez avec vos membres. Et donc ces prototypes-là, bah, vous allez voir, il y en a tout un tas. Je laisse la parole à Fabrice qui va vous expliquer les principales étapes du Design Sprint jusqu'à, voilà, une bonne vingtaine de minutes et à la fin, on expliquera, comme je l'ai dit tout à l'heure, en quoi les creators ou les solos peuvent aussi leverager sur cette méthode-là de manière un peu plus particulière. Fabrice, je te laisse la parole. Salut tout le monde, ouais. Du coup, moi, je vais vous expliquer vraiment donc, le design sprint brut tel qu'il est fait normalement pour créer des services ou créer des produits. À la base, ça a été mis en place par des personnes qui étaient à Google Ventures, donc du coup, qui accompagnaient surtout des créateurs de produits et des créateurs de services, des startups. C'était à une époque où voilà, on se centrait vraiment sur la création du produit ou du service. Ce qui est intéressant dans cette méthode ou dans cette recette de design, c'est toute la logique en fait qui est déroulée pendant toute la session. La session dure sur 5 jours, si on respecte vraiment stricto sensus le livre, parce qu'il y a un livre aussi du coup qui s'appelle Sprint, qui vous permettra de voir justement ces différentes étapes. Alors, même s'il y a eu des ajustements depuis, donc voilà, ce que je vais vous présenter, c'est une version qui est un tout petit peu ajustée et c'est une version aussi qui fonctionnera bien quand on va faire un petit peu le parallèle après avec mon compère sur la partie plutôt community design. En gros, le design sprint, donc je disais 5 jours. Il y a un premier jour qui est fait pour arriver à poser à plat, en fait, tout ce qu'on a besoin de poser à plat avec une équipe. Donc, comme disait mon cher ami, l'idée, c'est d'avoir une équipe de 7 à 8 personnes maximum, parce que si on est trop nombreux après, ça devient difficile de pouvoir avoir un vrai travail coopératif et un vrai travail d'atelier.
Et donc, ces personnes vont se réunir et vont du coup mettre au centre une réflexion. Déjà, il faut être sûr de se poser les bonnes questions. Donc, l'idée, c'est quand on travaille sur une logique de communauté ou de many to many, c'est d'inviter les bonnes personnes autour de la table qui vont être les personnes qui vont pouvoir avoir tous les points de vue dont on a besoin pour arriver à réfléchir comment est-ce qu'on va construire cette communauté. Pourquoi est-ce qu'on la construit, quelle est l'intention qui est à l'intérieur de ça, est-ce qu'on partage cette intention. Enfin voilà, c'est une grosse journée en fait d'alignement, autant en tant que compréhension du contexte, compréhension des besoins de chacun autour de la table, compréhension des besoins des personnes qui vont rejoindre cette communauté et être sûr que tout le monde est aligné là-dessus. Donc voilà, c'est une grosse journée sur ce sujet-là. Et ça, c'est vraiment dans les démarches design. En fait, on ne va pas commencer à réfléchir à des solutions ou mettre en place des objets, des outils ou quoi que ce soit, si jamais on ne sait pas en fait si on part dans la bonne direction. Voilà. La deuxième journée, c'est la journée on appelle ça la journée de divergence. Donc en gros, chaque personne du groupe va pouvoir exprimer ce qui pour elle pourrait être une solution ou une manière de construire la communauté qui permettrait de répondre aux besoins qui ont été exprimés pendant la première journée, qui répondrait au challenge en fait que tout le monde aurait écrit ensemble. Donc là, on a des outils design qui sont faits spécialement pour ça, où on va pouvoir avoir chaque personne qui va travailler individuellement pendant tout l'après-midi du mardi, mais en même temps, qui vont rester ensemble. Donc c'est un peu comme quand vous faites, je ne sais pas, du sport en salle ou quand vous faites du yoga. Vous êtes tout seul à faire vos mouvements, mais en même temps, le fait d'être avec une équipe, ça permet d'aller toujours plus vite et d'être beaucoup plus efficace. Et chacun va vraiment être libre de pouvoir s'exprimer. Un autre point important pour les communautés, que ce soit online ou que ce soit offline, c'est que on va avoir des profils de gens qui sont extravertis, d'autres profils qui sont introvertis. Dans le design sprint, on essaie de favoriser ces deux profils-là parce qu'on sait que les deux ont des choses à apporter à leur manière et qui sont très complémentaires. C'est pour ça qu'on va avoir cette phase où il va y avoir un travail individuel pour que chacun puisse s'exprimer à la hauteur de tout ce qu'il a à partager au reste du groupe. Ça, c'est le mardi après-midi. Ça se fait sur une petite feuille en 3 parties. C'est assez simple en termes d'outils en lui-même et ça permet de raconter une histoire. Raconter l'histoire de la solution qu'on imagine pour structurer la communauté qu'on imagine. Voilà. Avant de se mettre dans cette phase-là, on a une phase le matin qui est une phase d'inspiration, une phase qui s'appelle les Lightning Demos, où on va aller regarder justement ce qui existe déjà dans d'autres communautés ou dans d'autres contextes. Comment est-ce que les personnes arrivent à faire en sorte de travailler directement avec les personnes de leur communauté? Comment est-ce qu'on arrive à créer un intérêt? Comment est-ce qu'on arrive à créer une intention partagée? Comment est-ce qu'on écrit une raison d'être en commun? Enfin, il y a plein de choses en fait, desquelles on a besoin de s'inspirer pour ne pas réinventer la roue. Parce que bon, des communautés, c'est pas depuis hier que du coup on en crée, c'est depuis très très longtemps et on peut trouver de l'inspiration dans plein de domaines différents, même si on monte une communauté online. Il y a des choses à découvrir dans la sociologie, dans l'anthropologie, par exemple. Il y a des choses à découvrir chez ceux qui montent des communautés très récentes, comme par exemple ce qui se passe dans le Web3 ou des choses comme ça. Voilà, il y a énormément de monde à explorer. Donc, le mardi matin, on explore ce qui existe déjà, on récupère de l'inspiration et avec tout ce qu'on a compris du lundi, on va pouvoir individuellement travailler sur des solutions qu'on imagine pour arriver à structurer ce qu'on veut structurer avec le groupe. Le mercredi, c'est une journée qui est super importante parce qu'on était donc avec des projets individuels qu'on va mettre en commun. Et ces projets-là, on va les découvrir et on va passer par un processus de décision qui est en général très utile, surtout quand on travaille dans des équipes qui sont dans des entreprises, dans des contextes privés. On va avoir un problème de hiérarchie très souvent et donc de décision qui est prise par certaines personnes et puis d'autres n'ont pas à donner leur point de vue. Là, l'idée d'être dans ce contexte de design sprint et de travail vraiment coopératif, c'est que même si on a des niveaux hiérarchiques qui sont différents, on va quand même faire en sorte que chacun puisse s'exprimer de la même manière. Parce qu'en fait, les gens ne sont pas venus par rapport à leur rôle hiérarchique, ils sont venus par rapport à leur expertise, par rapport à leur point de vue et par rapport à leur sensibilité. Et on sait qu'on a besoin d'eux, que ce soit pour de la création ou que ce soit aussi pour aider à la décision. Donc, du coup, pendant cette troisième journée, on a tous les projets qui sont exposés. On va passer par un processus de vote. On va utiliser des petites gommettes, on va utiliser d'autres choses qui vont permettre à la fin de pouvoir faire émerger sur tous les projets les choses qui semblent les plus intéressantes et les plus pertinentes. Et de ces choses les plus intéressantes et les plus pertinentes, on va trancher. Il va y avoir une vraie décision qui va être posée pour dire on va garder ça, ça, ça et ça. On va mettre tous ces éléments dans un storyboard. Et ce storyboard, donc c'est ce qu'on construit le mercredi après-midi, en fait, ça va être notre objet sur lequel on va se reposer pour la journée d'après. Le storyboard, c'est une manière en fait de raconter l'histoire de ce qu'on va mettre en place comme solution.
Je ne sais pas, si par exemple on réfléchit sur quelque chose de plus simple, un service comme Deliveroo par exemple, s'ils avaient fait un sprint à l'origine, ils auraient pu faire un storyboard en expliquant comment va fonctionner le service Deliveroo. Donc, en gros, il y a quelqu'un qui est chez lui, il se met sur son téléphone, il tapote pour choisir des restaurants, ensuite il va commander, il y a un livreur qui part, enfin bref, vous connaissez l'histoire de Deliveroo. Ils auraient pu faire ça comme ça. Et on aurait pu avoir, du coup, le mercredi après-midi, un storyboard en 15 cases qui reprend les grandes étapes du fonctionnement de Deliveroo. Là, pour une communauté, par exemple, on en parlera un petit peu après plus en détail sur ce sujet-là, mais on peut imaginer de se dire, bah voilà, quand on a déterminé l'intention de la communauté et ce qu'on veut faire avec la communauté, eh ben, le storyboard, c'est de se dire, bah, comment est-ce qu'on fait vivre ça? Comment est-ce qu'on fait commencer ça? Comment est-ce qu'on fait continuer ça? Et comment est-ce qu'on fait pour que ça soit vraiment vivant? Et donc, la journée du jeudi, se reposant sur le storyboard, qui est un objet quelque part synthèse du travail qui a été fait depuis les 2 jours précédents, va être la journée de prototypage. Donc, en gros, on va très concrètement rentrer dans une phase de projet où les différentes personnes du groupe vont se répartir des rôles pour arriver à co-construire les bases, en fait, pour mettre en place leur solution. Mais ils vont le faire vraiment très concrètement. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va potentiellement mettre en place des outils. Donc, si par exemple, dans le storyboard, on a établi que par rapport à notre besoin, par rapport à notre communauté, par rapport à ce qu'on veut faire, un outil comme Discord est adapté, alors à ce moment-là, on va mettre en place les bases du Discord. Mais on ne va pas mettre en place que le Discord. On va avoir réfléchi aussi dans ce storyboard aux règles, à la dynamique, à l'animation, à toutes les bases en fait qui fonctionnent. Parce que l'outil en lui-même ne sert à rien en fait. C'est la manière dont on utilise l'outil qui permet de faire quelque chose avec par rapport à des objectifs. Donc voilà, donc là, le Discord, des fois, il n'arrivera même pas là. Peut-être qu'il n'y a même pas besoin d'avoir un outil au départ. Peut-être que c'est juste d'envoyer 2 mails. Peut-être que c'est, on ne sait pas. Ça dépend en fait de ce qu'on veut faire, par rapport au challenge qu'on a à l'origine avec l'équipe. L'idée, donc, c'est d'arriver à dérouler cette journée du jeudi pour avoir ce prototype. Et en fait, le prototype est lui-même seulement un objet qui va toucher un autre objectif, c'est-à-dire de pouvoir tester si tout ce qu'on a réfléchi depuis ces 4 jours est intéressant pour d'autres personnes que les personnes du groupe. Donc, normalement, les personnes du groupe sont déjà les personnes qui sont au cœur du projet, au cœur de la communauté, au cœur de l'intention. Mais ça ne va pas être fait juste pour 6-7 personnes, cette communauté, ça va être fait pour beaucoup plus de monde, normalement, vu que c'est censé avoir ce vrai intérêt qui va toucher vraiment des vrais besoins. Et donc, on va inviter sur la journée du vendredi 5 personnes qui sont vraiment des personnes qu'on considère comme étant totalement dans la cible de la communauté. Et ces personnes-là vont venir tester un scénario basé sur le prototype qu'on a mis en place. Donc, bien entendu, on ne peut pas faire tester toute l'expérience d'une communauté qui se déroulerait peut-être sur 6 ou 7 mois en temps réel à 5 ou 6 personnes sur une seule journée. Mais par contre, on peut avoir construit un prototype qui permet de simuler cette expérience de vie en communauté ou de simuler juste un onboarding si, par exemple, on a défini que notre prototype, ça devait être sur l'onboarding, parce que si on réussit l'onboarding, alors on va réussir le reste, ou de simuler un autre moment de vie de la communauté pour s'assurer qu'on n'a pas raté ça, que ça répond vraiment aux intérêts des gens et qu'après 5 testeurs, on puisse être conscient de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas sur ce qu'on a commencé à faire émerger et qu'on a commencé à structurer. Cette troisième journée de testing, cette cinquième journée de testing va se finir avec une analyse et un croisement de tous les retours et tous les feedbacks qui ont été donnés par les différents testeurs qui sont là. Et on va en faire une synthèse pour déterminer qu'est-ce qu'on doit faire évoluer du prototype. Est-ce qu'on est parti dans la bonne direction ou pas? Est-ce qu'on doit prendre un virage directement? Est-ce qu'on doit pivoter ou pas? Et quelles vont être les prochaines étapes pour mettre en place les bases d'un MVP, d'un minimum viable product, quand on parle d'un produit, mais ça pourrait être d'un MVC, minimum viable community, si on parle sur la partie communauté. Et dès le lundi prochain, avec une mise en place d'une répartition des rôles, d'une répartition des actions, les personnes du groupe plus les personnes qu'on aura déterminées comme étant nécessaires en tant que contributeurs vont pouvoir commencer à déclencher les actions pour structurer ce MVC de cette communauté. L'idée de cette démarche de design qui passe vraiment par toutes les étapes du design, c'est-à-dire phase de compréhension, d'exploration, phase de divergence pour ouvrir le potentiel et ouvrir aux idées, ouvrir au concept individuel de chacun, phase de convergence avec la phase de décision pour qu'on soit sûr de commencer à travailler sur un même projet, qu'on modélise sous la forme d'un storyboard qui va nous permettre de construire
un prototype qui n'est là que pour proposer une expérience, un scénario à des testeurs qui, eux, vont nous dire si on est en train de partir dans la bonne direction, qu'on répond réellement à leurs besoins ou pas, et que du coup, la communauté est viable ou intéressante ou pas. De ces apprentissages, on peut commencer à travailler derrière. Voilà, c'est vraiment 5 jours, c'est vraiment un phasage design qui est fait pour passer par toutes les étapes nécessaires pour s'assurer que derrière, on ait 80% de chances de partir dans la bonne direction dès le lundi d'après, plutôt que de ne pas faire cette démarche-là et que de commencer directement en bricolant, entre guillemets, ou en faisant pas assez de recherche ou en faisant pas assez d'ouverture et de se retrouver à essayer de faire fonctionner une communauté pendant 3, 4, 6 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans et passer beaucoup de budget en se disant que il n'y a pas assez de com, du coup, il faut plus de marketing. Mais en fait, on peut faire connaître quelque chose avec beaucoup de budget, mais si le quelque chose ne répond pas à un vrai besoin ou à une vraie intention, c'est juste que ça ne fonctionne pas. Et des fois, on va se retrouver face à des communautés ou des produits ou des services qui vont tourner pendant 1 an, 2 ans, 3 ans pour se fabriquer, encore 1 an, 2 ans ou 3 ans pour essayer de vivre. Et au final, on aura brûlé énormément d'argent, on aura brûlé énormément d'énergie humaine dans ce processus-là. Et c'est encore plus dangereux de mon point de vue pour les communautés parce que si on est sur du many-to-many et qu'on travaille vraiment avec les gens, on va essayer de faire en sorte que les gens aient envie de s'engager et de mettre du leur, en fait, de leur énergie personnelle dans le projet. Et si on essaye de tirer des gens comme ça à faire tourner quelque chose qui a été mal pensé dès le départ, derrière, après, c'est ultra destructeur. Donc voilà, la démarche design, la démarche de design sprints, c'est vraiment pour arriver à lancer la fusée dans la bonne direction, pour s'assurer qu'on ne perd pas de temps, qu'on ne perd pas d'énergie et qu'on va droit au but en fait, dès le lundi prochain. Voilà, en gros, la présentation un peu, Alex. Je t'entends pas. Je ne sais pas si les autres t'entendent, mais… Ouais, ça devrait être mieux. La méthode en 5 jours avec les principales étapes, vous voyez un peu comment c'est splitté. Vous avez vu qu'il y a un prototype au cœur de ça, de toute cette démarche-là, c'est d'aboutir à un proto. Peut-être vous parlez avec Fabrice de peut-être quelques exemples de prototypes de produits de communauté qui sont réalisés avec vos membres. Donc, il y a des prototypes qui peuvent être en real time, en temps réel, et il y a des prototypes qui peuvent être en asynchrone. D'accord. Les prototypes en temps réel, des prototypes de produits de communauté que vous pouvez faire à plusieurs, c'est des talk shows ou des tables rondes dans lesquelles vos speakers sont vos membres. D'accord. C'est-à-dire, la méthode traditionnelle, c'est pas de faire ça. Généralement, on est plutôt tenté de faire du one-to-many, c'est-à-dire d'aller faire un événement dans lequel les speakers sont des experts qui sont à l'extérieur de la communauté, parce qu'on se dit, voilà, c'est des choses, c'est des gens qui sont difficilement atteignables et que ça va donner de la valeur aux gens. Finalement, personne ne regarde parce que personne n'est impliqué. Si vos speakers sont vos membres, c'est complètement différent. C'est-à-dire que vous allez à la fois certainement donner de l'expertise, parce que dans vos membres, il y a toujours de l'expertise, mais c'est surtout que vous allez donner de la preuve sociale. C'est ce que je vous disais au départ, vous ouvrez la porte, il faut que les gens voient qu'il y a d'autres personnes que vous à l'intérieur. Si les autres personnes sont des gens qui ne sont pas plus de la communauté que voilà, ça ne va pas marcher. Par contre, si on ouvre la porte et qu'on reconnaît déjà des visages, vous allez avoir un engagement qui est terrible. Donc, un espèce de prototype sur lequel vous pouvez travailler, c'est avec votre communauté, avec vos membres les plus engagés ou en tout cas qui sont déjà dans votre cible. Ça peut être de créer un event, table ronde, avec un petit mix de networking online, mais dans lequel, en fait, si vous faites cette table ronde-là, vos speakers vont être vos membres. Donc, ça veut dire que vous allez commencer un peu en mode gestion de projet, c'est-à-dire en gros, vous allez les aborder, chacun de vos membres que vous pensez être des bons speakers. Vous allez peut-être faire, si vous êtes sur un Slack, les réunir dans une channel privée, dire voilà, la ligne un peu éditoriale de l'event qu'on pourrait faire. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pensé ajouter un autre membre comme sur cette thématique parce que je le sais assez expert. Et tout ça va se faire naturellement. Et donc ça, c'est un premier prototype sur lequel vous pouvez tout à fait bosser tous ensemble. Après, vous pouvez avoir des prototypes de type plus flat, plus asynchrone, auquel cas, vous pourriez imaginer faire un livre blanc
mais non pas que vous, le community staff, vous réalisez côté brand, côté corpo. Non, mais que vous pouvez co-réaliser avec vos membres. Vous demandez à chacune de ces personnes des inputs. Par exemple, vous faites un sondage. Là, j'en ai vu un il n'y a pas longtemps sur un livre blanc d'une communauté sur le product management où ils ont interviewé tous leurs membres sur leur salaire, sur le métier de product manager. Donc, chacun a répondu à ce sondage. Ça a donné lieu à un livre blanc, mais un livre blanc hyper riche parce que du coup, en fait, il est composé d'un peu de l'intelligence de tout le monde. Voilà. Et Alex, si je me permets du coup de compléter avec d'autres exemples, mais qui remontent plus vraiment sur l'initiation au final de cette communauté avec les membres. Un prototype, c'est aussi de mettre en place toutes les bases en fait pour faire en sorte que votre communauté, on en parle dans une autre vidéo, le système en fait sur lequel va reposer votre communauté, la vraie intention qui est portée, les règles, le storytelling de la communauté, enfin tous ces éléments-là. Si vous arrivez à le faire avec une logique de design sprint, enfin une logique d'atelier, de groupe dès le départ, en fait, quand il n'existe encore rien, bah, les premières personnes que vous allez faire venir, en fait, ça va être leur communauté. Et donc, comment est-ce que derrière, vous faites en sorte pour que ces gens-là se sentent déjà comme étant créateurs de cette communauté avec vous et que du coup, on intègre potentiellement dans les règles de cette communauté le fait que les autres personnes qui vont venir vont aussi très rapidement être créateurs de cette communauté en organisant, comme dit Alex, des shows, des choses comme ça. Voilà, toutes ces règles de ce système-là, la charte, un manifeste ou des choses comme ça, ça peut aussi être ce qu'on imagine dans ce prototype. Et du coup, le vendredi, quand on teste ça, on raconte aux personnes ce qu'est la communauté et comment elle fonctionne, alors qu'elle n'existe pas encore, hein, parce qu'on est en train de la construire, mais on peut simuler le fait qu'elle existe, et ces personnes-là, en écoutant ce qui se passe, peuvent nous donner des feedbacks en disant « Waouh, j'ai jamais entendu ça, là, du coup, cette communauté, ça a l'air d'être un truc où dès que tu rentres dedans, tu peux faire des choses, et qu'en plus, ça répond à mes besoins par rapport à ci et ça. Ah, ok, d'accord, je comprends, j'ai envie de rejoindre. Où est-ce que je peux rejoindre ?» Voilà, souvent, ce qu'on attend à la fin d'un sprint, c'est un peu ça, c'est que la personne dise c'est où que je signe, combien je paye, comment est-ce que je fais pour rejoindre. Et là, du coup, ça veut dire qu'on a bien cerné le besoin, qu'on a adressé les bonnes choses. Et voilà, et si sur 5 testeurs, on arrive à faire en sorte que ces 5 personnes-là veuillent être co-créateurs de cette communauté, alors on a mis en place vraiment un bon proto et des bons trucs. Voilà. Donc vraiment, le prototype, c'est tester, c'est des objets pour tester des choses et s'assurer que quand on va les construire vraiment, on n'y mette pas un effort pour rien, quoi. Donc voilà. C'est ça. Et le prototype, ça peut être des choses un peu tactiques, là, comme je vous ai expliqué sur des événements ou des éléments crowdsourcés, mais ça peut être beaucoup plus systémique, comme Fabrice le dit. Dans tous les cas, il faut que ce soit compliqué. D'accord ? Il faut que ce soit assez compliqué à mettre en place. Encore une fois, si vous avez des choses qui sont simples à réaliser, que vous, avec votre équipe, vous pouvez claquer des doigts et le faire, c'est pas l'enjeu du community sprint. Le design sprint ne va pas vraiment vous aider, mais dans tous les cas, ce qu'on peut vous dire, pour avoir bâti quelques communes maintenant depuis avec Fabrice, c'est que si vous ne faites pas du tout de ce genre de produit de communauté, de prototype réalisé avec vos membres, votre communauté, elle va mourir. C'est aussi pour ça qu'on pense que c'est une méthode qui est importante. C'est parce que si vous ne laissez pas travailler les gens ensemble, petit à petit, en fait, votre communauté, elle va pas, c'est pas qu'elle va disparaître, c'est qu'elle ne va pas exister. C'est-à-dire que le fait de réfléchir à plusieurs fait qu'elle existe. Et le fait que vous réunissiez en meet-up, en petit Zoom ou c'est comme 1 et 0, quoi. Hein. Le fait que vous réunissiez, votre communauté existe. Le fait que vous ne réunissiez pas, votre communauté n'existe pas. Et donc, si vous travaillez tout le temps à ce que les gens se rencontrent, les gens réfléchissent et que vous produisiez à faire ce genre de produit, eh ben, vous faites exister la communauté et le but, c'est qu'elle soit persistante, cette communauté. Et c'est pour ça que c'est dur. C'est pour ça que c'est dur parce qu'il faut faire une fête, une partie qui dure 365 jours tout le temps. Et on sait tous que créer des fêtes, c'est dur. C'est dur aussi à la fin de la fête. On met 3 jours à s'en remettre. Mais en tant que community builder, vous le savez mieux que personne, c'est ça qui est fatigant. Et si vous faites dès le départ, comme le dit Fabrice, un sprint autour du système, alors là, vous allez vous éviter une pénibilité de gestion qui est considérable. Parce que vous allez inventer un système dans lequel vous n'allez pas être le centre du cercle, mais vous allez être le cercle. Et c'est complètement différent.
Et ça veut dire que vous allez designer dès le départ un système qui est a priori autoportant et dans lequel le centre de gravité ne va pas être le community manager ou community builder, mais qui va être porté par des routines, peut-être des ambassadeurs qui vont faire des choses pour vous. C'est beaucoup plus supportable. Sachez quand même que le métier de community builder, si vous venez d'être embauché, le gros truc qui peut vous attendre, hein, c'est la fatigue, hein, pour ne pas dire un autre mot. Parce que vous mettez tellement de vous-même, il y a tellement de momentum, et vous êtes tellement en front de tous les sujets, que si vous êtes tout seul et que vous êtes le centre du cercle, bah, vous risquez à un moment donné d'exploser. Donc, le design sprint, quand vous êtes embauché, vous venez de commencer un job de community builder, on vous dit, vous devez créer la communauté, on vous demande la roadmap, on vous demande des machins. Utilisez le design sprint. Parce que vraiment pour vous, ce profil-là de community builder on job, ou si vous êtes entouré d'une petite équipe, votre première communauté, c'est certainement vos collègues. Et ça, ça c'est complètement contre-intuitif. Moi, j'ai accompagné un sprint il y a 3 mois qui a vachement aidé la nouvelle community buildeuse en place parce que en fait, on a réuni le PDG, on a réuni un co-founder, la DAF, le responsable marketing et la RH, je crois. On était 8 comme ça. Donc en fait, elle a été entourée de tous ses collègues qui, en général, je peux vous l'assurer, sont autant de personnes qui vont vous mettre des bâtons dans les roues, consciemment ou inconsciemment. D'accord? Parce qu'il n'y a pas d'inconscient collectif sur le community building en France. D'accord? Donc, ça veut dire que, comme c'est une fonction qui est un peu transverse, vous risquez de marcher sur les plates-bandes de vos collègues ou des personnes qui sont potentiellement vos partenaires. Et le design sprint, ça va faire quoi? Ça va déminer tout ça. C'est-à-dire que si vous, dès le départ, vous êtes en mode attendez, on va tous co-réfléchir en étant colocalisés dans un délai de 3 semaines, 1 mois. Enfin, il y a plusieurs manières de faire le sprint. On peut le retraiter plus tard, mais vous allez dérisquer la manière de lancer votre communauté parce que vous allez mobiliser le premier cercle. Et le premier cercle, ce n'est pas forcément vos membres, surtout quand vous êtes dans une boîte. Votre premier cercle, c'est vos collègues. Donc, ça, c'est un truc pour compléter ce que tu dis, Alex, un petit tip qui me vient d'esprit, c'est vraiment cette bascule de paradigme. Souvent, dans les organisations, c'est il faut qu'on construise quelque chose pour des gens. Et donc, du coup, c'est toi qui vas être responsable de construire quelque chose pour des gens. Donc, construire cette communauté pour nos clients. Et pourquoi on fait ça? Pour le business. Voilà. Donc, en fait, là, on est dans ces paradigmes-là. La bascule qui peut se faire, c'est de se dire, OK, je suis community builder, mais je construis avec les gens. Donc, ça veut dire avec qui? Là, ils vont avoir tendance à dire en interne, avec les clients, avec les utilisateurs, vu qu'après, c'est eux qui vont être la communauté qui est là pour le business. Sauf qu'un community builder, il ne peut pas faire de la relation client, il ne peut pas faire l'animation, il ne peut pas juste lui être au contact en fait des clients. Il faut aussi que ça soit tous les gens d'une entreprise, parce qu'au final, une entreprise existe, la personne à la DRH, la personne au marketing, la personne au commerce. Si tous ces postes-là existent, c'est pour des gens qui sont les clients. Donc en fait, la communauté, c'est pas juste la communauté de clients, c'est la communauté globale. Et donc là où je rejoins ce que dit Alex, c'est si jamais on commence en disant on va faire avec, eh bien déjà, il faut qu'on fasse avec en interne, premier cercle. Et ensuite, quand on a mis en place des bases ensemble, et ben là, on va intégrer les clients finaux qui deviennent juste des membres de la communauté. Et il faut que la communauté fonctionne pour ces gens-là, les clients, pour le community builder et pour les gens en interne. Et tout le monde se sentira appartenir à une même tribu. Et c'est ça qui, du coup, doit être porteur, en fait, pour tout le monde. Et comme disait Alex, un des détecteurs pour être quasiment sûr que ça fonctionne pas ou que ça va pas fonctionner, c'est si jamais le community builder, donc si jamais vous vous retrouvez à être sur tous les fronts, à être épuisé et à devoir tout faire. Ça veut dire que là, vous êtes la seule locomotive d'un train, alors que la logique de la communauté, c'est vraiment d'arriver à faire en sorte d'encapaciter tout le monde pour que tout le monde ait envie d'être locomotive du train. Et donc, au final, on se retrouve à quasiment plus avoir de wagon. Et c'est là où ça devient vraiment cool, quoi. Et c'est là où vous comprenez que les nouvelles skills du Community Builder 2021, c'est pas le marketing, c'est pas l'event management, c'est la facilitation. Voilà. Et en fait, plus vous allez faciliter et apprendre les compétences de facilitation, plus vous allez être capable de créer des community products, des produits de communauté, des prototypes de communauté qui impliquent un peu tout le monde. Donc, facilitation, si vous ne connaissez pas ce métier,
Le design sprint, c'est de la facilitation en grande partie. Allez regarder, bien sûr, la méthode du design sprint sur Internet, achetez le livre Sprint dont Fabrice vous a parlé. Mais regardez aussi tout ce qui est du côté des méthodes agiles, de l'agilité. Donc ça, vous allez comprendre c'est quoi la version Cinemax du Community Builder. La version Cinemax du Community Builder, c'est le mec qui crée, le mec, je dis le mec, mais c'est la personne qui crée de l'intelligence collective, d'accord, persistante. Donc ça, c'est vraiment important d'aller regarder la manière de faire des workshops, la manière de faciliter les choses, parce que c'est ce qui, au final, va apporter le plus de valeur à la communauté. Donc ça, c'est un point. Après, il y a un côté aussi de skills qui a beaucoup de liens avec le content. L'une des nouvelles compétences à avoir quand on est community builder et dans lequel moi je vous invite à travailler aussi beaucoup sur des prototypes qui font appel à du contenu, c'est qu'en 2021 par rapport à 2019, autant avant la crise, les gens qui avaient un bon relationnel humain et qui savaient faire la fête, boire des coups, voilà, tout ce qu'on veut, qui avaient voilà, un bon fit humain avec les gens, c'était des superstars de community builder parce que c'était des go-between incroyables. Bon, et en 2021, online, ces gens-là, ils ont pris cher parce qu'on ne peut pas recréer autant d'affect. Et donc, ceux qui sont un peu démarqués, c'est tous ceux qui ont réussi à créer de l'engagement, mais plutôt à travers du contenu. Donc, c'est des gens qui savent écrire, c'est des gens qui savent parler, c'est des gens qui savent podcaster, c'est des gens qui se mettent skin in the game. Donc, ça aussi, travailler aussi, pas seulement sur des projets de communauté qui sont uniquement événementiels. D'accord ? Essayez d'aller, quand vous créez vos produits de communauté ou des systèmes, de mettre déjà aussi dedans un peu d'asynchrone. D'accord ? Des projets, par exemple, vous pouvez très bien animer une communauté en asynchrone et en public sur Twitter. Vous créez un hashtag, je prends un exemple concret, une community buildeuse qui est incroyable, qui s'appelle Rosie Cherry, qui travaille pour une boîte qui s'appelle Orbit. Elle a créé, donc sa cible, c'est les community builders, pour le coup, c'est un peu méta, mais bon. Elle a créé un hashtag qui s'appelle 100 Days of Community, je crois. Et en fait, elle demande pendant 100 jours à tous les community builders du monde de partager un tips avec ce hashtag-là. Bon, bah ça, c'est un community product. Tout simple. Enfin, tout simplement, j'ai envie de dire. Et donc, les events, c'est bien. Le real time, c'est bien. Pensez qu'on parle de community building aussi en 2021, online, et que tout se fait pas en synchrone. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire en asynchrone. Voilà. Et puis, juste avant de passer à la phase de questions-réponses, les creators, les solos, les startups, les founders, les gens qui peuvent être seuls, en quoi le design sprint peuvent les aider à construire leur communauté. Alors, en fait, comme ils ne sont pas d'équipe et comme ils sont seuls, il faut se l'appliquer à soi-même. Voilà. Appliquez-vous cette méthode à vous-même. Retenez des étapes, les 5 jours des étapes. Le faites pas en 5 jours, mais inspirez-vous de ces étapes-là. Pourquoi ? Parce que dans l'une de ces étapes-là, et la plupart de ces étapes-là, elles vont vous forcer à être en empathie avec votre futur membre, user. D'accord ? Donc, ça va vous forcer à faire la seule chose que la plupart des startups early stage font pas, ou les solos font pas, ou les freelances font pas, c'est regarder vos compétiteurs et de vous en servir, non pas comme un moyen de parer des coups, mais de vous inspirer de ce qu'ils font. Et la partie des Lightning Demos, qui est une des parties du Design Sprint, où vous allez, si vous êtes en équipe, c'est le moment où chacun va faire un screenshot sur Internet des communautés qui l'inspirent. Et puis, ça donnait un mur comme ça, incroyable, avec plein d'exemples. Ça, faites-le vous-même. Si vous lancez un produit type startup, produit SaaS, marketplace, ou que vous êtes un creator, vous lancez un podcast, une newsletter, mais que vous êtes seul, allez regarder, allez vous inspirer de ce qui se fait ailleurs. Moi, je suis sidéré de voir à quel point les gens qui se lancent sur des produits de communauté n'ont pas
en tête la liste des principaux influenceurs qui existent sur Twitter, sur leur secteur, la liste des leaders d'opinion, des principaux sites, des principaux médias qui parlent. En fait, vous devez absolument être avant d'être un founders, vous devez être avant tout un expert sectoriel. Et ça, c'est vraiment une arme qui va vous aider à bâtir votre produit et votre communauté, quelle qu'elle soit, c'est de bien comprendre l'environnement dans lequel vous vous positionnez. Et juste pour compléter rapidement, Alex, sur ce que tu dis, je pense que l'état d'esprit qu'on disait pour les personnes qui sont on job de côté, je fais pas pour, mais je fais avec. Même si on est solo, on est founder à l'origine, le paradigme de base, c'est de dire je vais faire un produit ou je vais faire un service pour des gens. Donc du coup, je commence tout seul, il faut que je starte un truc, que je monte une équipe, que je lève des fonds, tout ça. Si on bascule sur je fais avec, alors dans ce cas-là, on commence même pas par construire le produit ou le service, on commence par créer un premier réseau des gens qui, pour nous, sont les gens qui ont besoin de ça. Et donc, si vous faites ça avec 5-6 personnes, vous avez votre équipe avec laquelle potentiellement vous pouvez faire un design sprint. Et donc, c'est là où vous allez pouvoir initier vraiment votre projet startup, qui à la base est un projet solo. Vous allez pouvoir l'initier avec des gens qui, du coup, vont devenir potentiellement vos co-founders pendant juste 5 jours. Ça ne veut pas dire qu'ils vont rester dedans. Mais voilà, vous renforcez en fait votre projet dès le départ et dès l'initiation, plutôt que de se dire faut que je fasse quelque chose et après, derrière, il se passera des trucs. Et ça, je pense que ça peut bien fonctionner. Il y a pas mal d'exemples sur ça, maintenant de bascule, de se dire je ne vais pas créer quoi que ce soit tant que je ne le fais pas avec des gens qui sont censés être ceux qui sont intéressés par ce truc-là. Et donc, en fait, je vais chercher les gens avant de chercher à construire quoi que ce soit. Et ça, c'est assez intéressant aussi. Et pour tous ceux qui sont seuls, solo, comme ça, creator, lisez un bouquin qui s'appelle Super Fan de Pat Flynn, qui explique bien comment, quand on est seul, on peut aller faire avec ses premiers auditeurs, subscribers. Voilà, il explique bien comment ne pas être tout seul dans la ligne éditoriale et de s'appuyer sur les premiers gens qui vous suivent. C'est un super bouquin. Ça devient une espèce de référence, mais c'est très orienté content par ailleurs. Et il y a tout un tas d'exemples aussi de startups qui ont réussi en créant leur communauté avant de créer leurs produits. Je pense à Remotive.io par exemple, qui est une marketplace, qui est une plateforme qui liste des jobs en remote. Et cette plateforme, avant d'être une plateforme, elle a commencé par être une newsletter, voilà, qui listait tous les jobs en remote dans le monde. Vous pouvez prendre l'exemple d'une startup française qui s'appelle Lemlist aussi, qui a vraiment commencé comme une communauté et qui a développé ses produits autour et avec sa communauté. Donc, ça marche aussi pas mal, ce design sprint, pour faire des communautés autour de son produit ou quand on lance un business. Voilà, avant de passer aux questions-réponses, écoutez, on est là, nous, toutes les semaines. Je suis reparti avec Fabrice pour vous aider sur cette méthode. Si vous avez envie de la déployer dans vos communautés, écoutez, je pense qu'on va faire des office hours d'1 heure par semaine assez rapidement. N'hésitez pas à vous inscrire et on va vous écouter. Est-ce que vous avez des questions ?